Rédé. Bienvenue au Moyen-Âge. Rebonjour, c'est Rédé. On se retrouve donc pour le commentaire de ce premier chapitre du roman de Chrétien de Troyes, Perceval ou le Comte du Graal. Alors, par où commencer? Donc déjà, on va faire une petite introduction sur l'œuvre, n'est-ce pas? Donc, il s'agit du 5e roman de Chrétien de Troyes, donc qui clôt son propre cycle arthurien, donc Chrétien de Troyes reprenant des vieilles légendes bretonnes notamment. Chrétien de Troyes est à la cour donc, du comte de Champagne vers les années 1180 pour ce 5e roman. Et donc ce roman donc, suit Yvain ou le Chevalier au Lion. Et donc ce roman, celui de Perceval, est inachevé par la mort justement de son auteur, Chrétien de Troyes. Donc ce sera d'autres auteurs anonymes, comme par exemple Robert de Boron, qui écriront des continuations à ce roman. Pourquoi? Parce que dans le roman de Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois ou le Comte du Graal, que l'on étudie maintenant, Perceval échoue à trouver le Graal, on va voir pourquoi après. Notamment, il reste muet devant la lance, On va pas anticiper trop, mais il ne trouve pas le Graal, pour diverses raisons sur lesquelles on va revenir. Et du coup, ce sera d'autres auteurs qui développeront ces aventures, ces espoirs, cette quête. Il y a différentes versions, bien sûr. On a par exemple le cycle de Lancelot Graal, qui développe une autre version de l'histoire arthurienne, et du Graal, dans lequel c'est Galahad, le fils de Lancelot, qui trouve le Graal. Donc là, c'est une autre... Il y a différents cycles arthuriens. Donc là, on est bien chez Chrétien de Troyes, donc vers les années 1180. Voilà, donc c'est le plus long des romans de Chrétien de Troyes, on a plus de 9000 vers. Et ce qui est intéressant dans ce roman, donc Perceval ou le Comte du Graal, c'est qu'il y a une véritable dualité. On a pratiquement 4500 vers qui sont dédiés à Gauvin en fait. Donc il y a une aventure parallèle. On délaisse Perceval un temps et puis on va s'attacher à Gauvin. Donc ça on va voir, on va prendre l'œuvre chapitre par chapitre. Et donc on a un prologue donc, qui nous confirme que l'écriture serait vers les années 1180. Donc pour traiter plus précisément maintenant de ce premier chapitre, donc différents éditeurs ont repris donc, le texte. Ici on est sur la traduction de Lucien Foulet vers les années 1940. Une traduction assez fidèle donc, au texte médiéval, donc c'est même pas une traduction, c'est plutôt une transcription au sens propre parce que c'est le même langage, on est sur de l'ancien français, donc vous pourriez presque le lire dans le texte et à quelques mots près avec un bon dictionnaire de type Godefroy ou autre, on s'y retrouve. Donc, quid de ce premier chapitre, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau des thèmes traités qui sont pertinents de relever? Donc tout d'abord, on voit le personnage de Perceval donc, présenté comme quelqu'un de peu d'instruction, mais encore une fois, il faut prendre des pincettes. C'est-à-dire que son père est mort dans ses jeunes années, en conséquence, il n'a pas eu d'instruction militaire au sens propre, l'instruction à la chevalerie. On apprend qu'il a eu des frères, mais que les frères sont morts peu de temps après leur adoubement, et donc il a dû apprendre par lui-même, notamment par le biais de la chasse, donc le métier des armes. Et on voit qu'il utilise des javelots et non des lances. La lance, c'est vraiment l'arme noble du chevalier, en plus de l'épée, mais l'épée, c'est un petit peu l'arme secondaire, mais l'arme de tout le monde, que ce soit, vous prenez un archer, vous prenez un chevalier donc, qui est à cheval par définition. L'archer utilise son arc en premier, le chevalier utilisera sa lance, mais les deux, par exemple, ont une épée au côté. Tout comme celui qui manipule une arme de siège, par exemple. Ils ont tous en dernier recours une épée. Donc ça, c'est une parenthèse fermée. Donc on voit que Perceval utilise des javelots. Donc javelots utilisés
d'une manière, c'est-à-dire qu'il va le jeter sur sa proie. Tandis que la lance est, si vous voulez, non pas jetée, ou rarement, mais plutôt le chevalier garde la lance plaquée contre son côté et va enfourcher littéralement son opposant. Qu'il soit à cheval comme lui, comme on peut le voir dans les images de tournoi, ou qu'il soit au sol, ce qui donne un grand avantage de la cavalerie par rapport à l'infanterie d'ailleurs. Donc voilà, et sa mère donc lui a enseigné, comme c'était la coutume au Moyen-Âge et pendant longtemps, la religion. Donc tout ce qui était les textes qui vénéraient Dieu, les anges, mais malgré tout, on voit que cette éducation religieuse a été incomplète, car Perceval interroge sa propre mère sur la définition d'un moustier et d'une église, donc des bâtiments assez communs au XIIe siècle, mais qu'il ne semble pas connaître et qui peut faire sourire le lectorat parce que il semble avoir été élevé dans un domaine au cœur d'une forêt, la Gaste forêt, et donc apparemment il n'a pas plus que ça donc côtoyé les paroissiens. Voilà. Il a un peu vécu apparemment retiré, préservé par sa mère qui était déjà chagrinée d'avoir perdu ses deux autres fils. Et donc il a un petit peu voilà un retard vis-à-vis de ça. Mais dans le roman, justement le roman ça va être l'initiation de Perceval, notamment à la chevalerie, mais à une chevalerie qui est en passe de se spiritualiser à l'époque de l'écriture, à l'époque de Chrétien de Troyes, donc on est fin XIIe siècle, donc ce n'est plus la chevalerie dont il est question, ce n'est plus la chevalerie purement militaire qu'on pouvait avoir encore au Moyen-Âge ou encore au XIe siècle, et donc une chevalerie violente qui pouvait même s'attaquer souvent à l'église, aux abbayes, qui pillait, voilà, on était dans des cadres de rivalité constante entre les petites principautés ou entre même les nobles à un niveau plus bas, à un niveau plus local, donc une société très violente au Xe, XIe siècle, et donc l'Église, si vous voulez, tente de pacifier tout cela par différents moyens, notamment la paix et la trêve de Dieu dès la fin du Xe et au XIe siècle, puis encore au XIIe siècle, ça prend du temps à s'intégrer donc dans les mœurs en fait. Hein. Donc la paix de Dieu, la trêve de Dieu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, donc dans le cadre de la paix de Dieu, vous attaquer aux inermes quand vous êtes un chevalier. Donc les inermes, ce sont tous ceux qui sont sans armes, les femmes, les marchands, les pèlerins, les paysans, les clercs bien sûr au premier chef, parce que c'est eux que ça intéresse et c'est eux qui ont promulgué donc ces principes lors de conciles nationaux. Et donc la trêve de Dieu n'étant qu'une variante un peu plus tardive, où on interdit notamment la violence pendant certains temps saints, tel l'Avent, tel le Carême, tel la Semaine Sainte, tel certains jours de la semaine. Une volonté vraiment de la part de l'Église, pour protéger ses richesses et pour protéger ses membres, en premier lieu, une volonté de museler la violence de la petite noblesse, voilà, en Occident. Et en parallèle, on a une volonté donc d'extérioriser cette violence hors des frontières, par le phénomène de croisade qui se développe donc, dès la fin du XIe siècle et qui a été rendu possible par le raidissement donc, au Levant des autorités musulmanes qui donc avaient interdit certains pèlerinages et avaient molesté certains pèlerins sur la route de Jérusalem, ce qui n'était plus tolérable pour le pape et donc qui a rangé aussi notamment certains prélats, certains grands princes, c'est-à-dire des grands aristocrates, pour justement museler cette violence de la petite noblesse, voilà, entre autres. Outre, bien sûr, hein, on parle de croisade, mais c'est aussi bien sûr hein, le pèlerinage armé, qui a aussi voilà, hein, qui suscite une adhésion de cœur, de foi, on vous promet une indulgence plénière si vous allez à Jérusalem, tous vos péchés sont pardonnés. Bon, attention, il ne faut pas réduire ça voilà, à des trucs, à des concepts aussi, voilà, aussi intellectuels, mais ça en a fait partie. Tout comme le fait de vouloir créer des liens commerciaux, bien sûr, en ayant donc ces enclaves au Levant. Voilà, donc on ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc oui,
cette chevalerie donc, qui se spiritualise et donc qui prend l'aspect on va dire vraiment d'une littérature courtoise et de code courtois. Donc si vous voulez, la chevalerie, sous l'effet de l'Église, dès la fin du XIIe et pendant tout le XIIIe siècle et encore après, va prétendre donc protéger les inermes, protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes, donc notamment les femmes. On a donc la mère de Perceval ici qui l'enjoint de protéger femmes et pucelles et de ne pas contrevenir à leur honneur, voilà, avec le passage sur l'aumônière et l'anneau. Si elle vous en donne, si elle vous le donne, prenez-le, mais n'abusez pas de l'honneur de la pucelle. On va voir dans le chapitre suivant comment Perceval, qui ne comprend pas tout comme il faut, on va dire, va voilà, mal interpréter ce conseil. Ça va donner une scène assez comique. Mais voilà, on a vraiment cette volonté-là de pacifier aussi les mœurs, voilà, entre aristocrates et entre les gens armés et les gens non armés. Et donc cette littérature va servir de vecteur pour promulguer ces valeurs que notamment l'Église et les grands princes veulent se voir propager dans la petite noblesse. Parce qu'on a aussi un phénomène où la chevalerie, si vous voulez, est en train plus ou moins de se fondre avec le concept de noblesse. Voilà. Donc au départ, vous aviez des hommes à cheval qui n'étaient pas adoubés, qui n'étaient pas nobles et qui servaient leur seigneur dans le cadre des principautés. Maintenant, vous avez, si vous voulez, pour être adoubé, il faut être noble, parce que ça coûte notamment de l'argent, il y a tout un cérémoniel, il y a surtout des rituels à suivre, notamment on envoie ce qu'on appelle un valet qu'on retrouve au premier chapitre, c'est-à-dire qu'on vous envoie jeune en tant que fils, en tant que petit noble, chez un seigneur plus puissant, pour faire votre éducation à la chevalerie. Et soit par vos faits d'armes, votre courage, soit parce que vous êtes justement dans l'entourage d'un puissant, que vous avez servi honorablement ce puissant, soit parce que vous êtes découvert vous-même un puissant, hein, comme un grand prince banal, type comte, duc ou roi, vous allez enfin, par une de ces voies, pouvoir être adoubé par un autre chevalier et rentrer dans l'ordre de chevalerie, par un rite qu'on appelle l'adoubement et qui s'est vu spiritualisé, qui s'est vu encadré par l'Église. Donc, il y a une vraie société là, aristocratique, chevaleresque, qui est en train de prendre corps avec ses codes. Voilà. Aussi, Perceval, donc, dans son ignorance, dans son peu d'éducation, réagit d'une manière assez plausible face à l'arrivée des chevaliers en armes. Donc il les compare à des créatures divines, au début des diables, puis des anges, quand il s'aperçoit de leur grande beauté, parce que ça c'est un concept hérité de l'Antiquité, c'est le kalos kai kagatos, c'est-à-dire le beau ou le bel est bon, en fait. Voilà. Donc comme ces créatures sont belles, de belles armures rutilantes, de vert, de vermeil, d'or, d'azur et d'argent, elles ne sont censées, a priori, être bonnes. Voilà. Et donc, il les compare ensuite à des anges. Mais le maître des chevaliers se hâte de rétablir la vérité et de lui dire voilà, qui il est réellement. Et on retrouve cette réaction bien humaine, notamment quand les conquistadores arrivent, et ben les Indiens voient leurs chevaux qu'ils n'avaient jamais vus, certains, ou des chiens, ou des armes à feu, ou des armures, et les comparent à qui? À des dieux. Voilà, on a encore cette réaction quand Cook arrive au XVIIIe siècle à Hawaï. Voilà, donc là c'est une réaction bien connue. Et on peut aussi développer le thème de la mère, une mère effectivement sensible, qui s'inquiète grandement pour la vie de son dernier fils, qui semble avoir des velléités de partir comme les deux fils précédents pour mériter son adoubement. Donc il veut partir à la cour du roi Arthur, nous dit-on à la fin du chapitre. La mère semble bouleversée par cette décision. Elle a déjà perdu son mari, elle a perdu ses deux premiers fils, donc peu de temps après leur adoubement, il lui reste plus que Perceval en fait. Et donc là on voit l'importance que revêt l'attachement aux enfants. Même Perceval là n'est plus vraiment un enfant, déjà un jeune adulte, on l'imagine à 15-16 ans à peu près. Il y a un vrai attachement, et perdre un enfant est toujours un drame, que ce soit par une maladie ou par un départ.
Donc là, c'est pour un peu tacler les thèses de monsieur Philippe Ariès, qui sont maintenant largement revues par les historiens, et à raison, je pense. Il y a effectivement un vrai sentiment, un vrai attachement des parents pour l'enfant. Et sa thèse à lui, c'était que l'enfant était vu très très tôt comme un jeune adulte, parce qu'ils étaient notamment habillés comme des jeunes adultes, et qu'on relativisait, on s'y attachait peu, on relativisait l'attention qu'on leur portait, parce qu'il y avait une forte mortalité infantile, mais c'est faux. C'est une thèse erronée, et perdre un enfant est toujours un drame, même au Moyen-Âge, et on a des témoignages où des pères pleurent, ce n'est pas du tout, en pareille occurrence, un manque de virilité. Voilà, hein, c'est tout ça, il faut bien remettre les pendules à l'heure. On est revenu de cette thèse, notamment qu'on peut trouver dans l'ouvrage d'Ariès. Voilà, voilà, c'est déjà pas mal sur ce chapitre. Donc là, on en arrive donc au départ de Perceval, qui laisse sa mère, qui se retrouve seule, et donc qui défaillit sur le pont-levis. Perceval la voit-il, ne la voit-il pas? On n'est pas plus informé. Toujours est-il qu'il ne se retourne pas et il continue sa route. Et donc, là, on nous laisse en suspens sur l'action. La mère est-elle morte ou a-t-elle simplement défailli? Pareil, le roman répondra par la suite, je ne vais pas répondre maintenant. Et voilà, donc ça vient confirmer ce qu'on disait à l'instant sur l'attachement des parents vis-à-vis de leurs enfants. Bon, et ben on va s'arrêter là, on reprendra dans une semaine ou deux maximum, tout dépend si la prochaine vidéo c'est plutôt un cours, entre guillemets un cours historique, ou si je reprends la suite, le chapitre 2. Voilà, vous aurez la surprise. Keep in touch, c'était Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. On se retrouve bientôt. Pax Tibi!